coup d'État a été perpétré en Syrie ce week-end. C'était le 8 décembre dernier par des rebelles. Le coup d'État en question a été salué par une grande partie de la communauté dite internationale. Emmanuel Macron salue une grande et bonne nouvelle, la fin de la barbarie, tandis que l'Allemagne célèbre une nouvelle ère du côté de la Syrie. Comment interpréter ces propos de la communauté dite internationale qui a pour habitude de saluer plutôt la démocratie et d'appeler dans ce genre de cas, dans plusieurs pays d'Afrique particulièrement, retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Dans cette émission, nous en parlerons. Quelles sont les leçons à retenir pour le continent africain, pour les dirigeants et politiques africains? On en parlera avec notre invité. Nous parlerons aussi de la situation au Tchad avec Mahamat Idriss Déby Itno qui a été élevé au rang de maréchal du Tchad par le Parlement. Mesdames, Messieurs, Regard panafricain démarre tout de suite et reçoit André Christelle Fanga dans le cadre de cette édition particulièrement. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Bienvenue André Christelle Fanga. Bonsoir, Madone Bégoudé. Bonsoir à la partie technico-artistique. Bonsoir à tous les panafricains, tous les Africains. Bonsoir au monde entier. C'est un plaisir d'être sur votre plateau, dans vos studios, avec beaucoup de lumière. Donc, c'est un plaisir de partager le peu de connaissances, le peu d'analyse que je peux avoir avec ces millions, peut-être déjà le milliard, d'auditeurs, téléspectateurs, Facebookers, YouTubeurs, Instagrammeurs, et j'en passe. Oui. Madame, je suis toujours joyeux quand on me dit de venir à Regard panafricain. Bon débat, nous. Merci infiniment André Christelle Fanga d'être là et de toujours venir avec la joie dans ce studio. Regard panafricain démarre ses échanges juste après cette transition. Vous êtes nombreux à nous regarder sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa, sur vos petits écrans et à nous écouter à travers la 96.3 FM For You Radio, la radio panafricaine. Démarrons avec l'actualité au Tchad. Je vous le disais déjà, le Mahamat Idriss Déby Itno a été élevé au rang de maréchal du Tchad par le Parlement. La décision a été approuvée par vote, bien évidemment, par les conseillers nationaux avec 160 votes favorables, notamment 91,4% contre seulement 2 oppositions, 1,1% et 6 abstentions, ce qui nous ramène à 3,4% selon les médias locaux. André Christelle Fanga, est-ce à dire aujourd'hui que le maréchal, désormais Mahamat Idriss Déby Itno, a fait ses preuves, a gagné la confiance aussi bien de ses politiques que de son peuple, puisque les parlementaires représentent la voix du peuple? Merci, Madone, de me poser cette question extrêmement importante dans l'entame du jeu. Laissez-moi donner un café, n'est-ce pas, au nouveau maréchal du Tchad. Au nouveau maréchal du Tchad, parce que nous avons connu le maréchal Idriss Déby, paix à son âme, qui est décédé, qui a passé près de 30 ans au pouvoir et qui a fait ses preuves au niveau de l'armée, au niveau, n'est-ce pas, de la gouvernance du Tchad. Oui. Aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby est aujourd'hui maréchal proposé par l'Assemblée nationale, dont la voix du peuple. Nous devons nous en féliciter parce que ce qu'il a fallu beaucoup d'années, n'est-ce pas, au père pour obtenir, le fils l'obtient sitôt. Et ça, c'est ce que nous voulons chez nous en Afrique. Nous voulons chez nous qu'on reconnaisse le plus tôt possible les valeurs que nous avons dans notre continent. Nous voulons que nous donnions, n'est-ce pas, les lauriers ou bien les récompenses à ceux qui travaillent dès maintenant pour qu'ils puissent davantage
travailler pour le bien-être de nos populations. Parce que quand nous regardons aujourd'hui le travail acharné, le travail véritable du maréchal du Tchad actuellement, n'est-ce pas, qui vient d'être relais par ce titre par l'Assemblée nationale, parce que ça a été un choix où il y a eu 2 votants contre, 6 abstentions, et le reste, c'était vraiment un plébiscite vraiment extraordinaire. Et ça, vous comprenez que le peuple en symbiose avec son leader ne peuvent que produire ce genre de circonstances ou bien de récompenses ou bien ce genre de mérite. Donc, nous disons simplement félicitations, n'est-ce pas, pour ce grade de maréchal, en fait, pour cette dignité, parce que aujourd'hui, nous avons vu des maréchals, je peux vous prendre des maréchals que nous avons connus, des maréchals français. Et d'ailleurs, ils pilulent les rues ici. Le maréchal Leclerc, par exemple. Il y a Boulevard Leclerc, il y a le lycée Leclerc. Ils sont nombreux qui ont des écoles comme ça, des maréchals, n'est-ce pas, qui ont mais on ne voit rien qu'ils ont fait pour par exemple, pour le Cameroun, pour prendre le cas du Cameroun. Parce que si vous connaissez l'histoire du maréchal Leclerc, c'était l'envoyé de Gaulle pour faire le ralliement, n'est-ce pas, de tous ces Africains qui devaient justement aller combattre pour libérer la France, en fait, qui devait aller combattre pour l'Empire français. Parce que ça a été un empire hier qui avait ses colonies et qui a toujours ses colonies. Et c'est l'une des aberrations que nous sommes en train de dire et que nous dénonçons tous les jours. Mais comment est-ce possible que la France aujourd'hui, au XXIe siècle, un pays des Lumières, un pays de soi-disant de la démocratie, continue à avoir des colonies où ils matent. Nous pensons là à la Kanaki, nous pensons, quand nous parlons de la Kanaki, c'est la Nouvelle-Calédonie, nous pensons au Martinique, nous pensons à toutes ces îles-là, nous pensons aux pays qui continuent à utiliser le franc CFA parce que c'est des colonies françaises. C'est franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ce que veut dire le franc CFA. Donc, quand nous avons cette monnaie entre nos mains, nous devons nous sentir toujours comme des pays colonisés. Donc, c'est ce pays-là qui, justement, a donné le titre de maréchal à des gens comme Leclerc. Leclerc, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a fait pour les Africains et tout ça, mais il a été enrôlé, n'est-ce pas, par ce titre-là. Aujourd'hui, nous avons un brillant Africain, le maréchal Mahamat Idriss, n'est-ce pas, qui a prouvé, je vous ai toujours expliqué ici, lors des combats, n'est-ce pas, contre Boko Haram, il est descendu sur le terrain, vous l'avez vu à l'œuvre, comme son père, lors des grandes batailles, que ce soit quand il n'était même pas encore au pouvoir, parce qu'il faut le dire, il est dans l'armée depuis longtemps, et donc, même quand il fallait aller dans les terrains, vous appelez, terrains d'opération, n'est-ce pas, militaires, il était toujours au devant de la scène. Donc, il a prouvé en tant que militaire, n'est-ce pas, ce travail de protection des citoyens africains. Nous savons le travail qu'il a accompli au Mali, nous savons le travail qu'il a accompli, n'est-ce pas, dans le bassin du lac Tchad, dans cette zone-là, avec le travail de fond pour lutter contre Boko Haram et tout le reste. Et dernièrement, l'opération Askanit qui a produit de très bons résultats face à Boko Haram. Donc, au vu de tout ça, ce n'est que normal que nous arrivons, n'est-ce pas, à voir ce leader charismatique jeune que moi je soutiens fermement et que j'encourage, n'est-ce pas, dans cette logique-là, qui puisse être, n'est-ce pas, au relais, n'est-ce pas, de ce titre de maréchal. Merci André Christelle. Fonga, le titre de maréchal octroyé au président Mahamat Idriss Déby au Tchad, peut-on lier cet honneur à lui accorder avec l'actualité concernant la demande ou encore la dénonciation des accords de défense avec la France, par exemple, et autres. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai, de ces descentes sur le terrain, dont le combat contre Boko Haram, mais restons particulièrement sur la dénonciation des accords de défense qu'il partage avec la France. Quand vous êtes en symbiose avec votre peuple, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le peuple qui a compris où leur leader les amène, parce que aujourd'hui, nous savons tous que le plus grand problème aujourd'hui chez nous en Afrique, c'est ces bases militaires françaises et surtout dans cette Afrique soi-disant francophone, comme ils nous ont appelés, ceux qui s'expriment en français, cette Afrique francophone-là. Et donc, le courage et l'abnégation au travail de libérer, n'est-ce pas, le Tchad, de faire du Tchad un pays souverain. Et ça, c'est l'une des plus grandes batailles de tous les vrais leaders africains actuellement.
tout panafricaniste, tout Africain aujourd'hui sait que la lutte pour la souveraineté des États est la chose la mieux partagée et la plus signifiante pour un leader, pour n'est-ce pas, un homme d'État. Et cet grand homme d'État, en dehors d'être qui a été président de la transition, parce qu'il faut rappeler juste ce petit parcours, n'est-ce pas, président de la transition du Tchad, parce que le Tchad devait traverser une crise extrêmement importante, et il a réussi à le juguler en moins de 2 ans. Donc, vous imaginez, jeune de son âge, prendre le Tchad, qui est un pays quand même assez vaste et qui a des velléités, n'est-ce pas, de guerre civile, de guerre avec les voisins, que ça soit au Tchad, au Centrafrique, que ça soit au Soudan, que ça soit au Niger, que ça soit en Libye. Donc, vous avez un pays qui est en proie, n'est-ce pas, à des menaces terroristes, djihadistes et des groupes rebelles. Et donc, qui vit une situation politique tendue après la mort, l'assassinat lâche du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Donc, il fallait être courageux, il fallait être un homme exceptionnel pour prendre le pays en main, et c'est ce que le président de la transition, Mahamat Idriss, aujourd'hui maréchal, a réussi à faire. C'est-à-dire prendre le pays qui était presque en lambeaux, le reconstruire et maintenant positionner le pays de façon qu'on puisse aller aux élections. Et c'est ce qui s'est fait. Ils sont allés aux élections et justement, il a battu quelqu'un qui était un agent de l'impérialisme, n'est-ce pas, qu'on appelait Monsieur Success Masra. Et donc, aujourd'hui, le président de la République élu du Tchad, n'est-ce pas, a prouvé que politiquement, je suis aguerri, militairement, je suis aguerri. Et donc, aujourd'hui, l'aboutissement heureux, c'est que, messieurs, nous nous séparons de la base militaire française, n'est-ce pas, d'Abéché, qui est justement corrosif et abrasif, qui a longtemps causé des dommages, n'est-ce pas, au Tchad. Et donc, c'est une décision salutaire. Et le peuple s'est engagé, n'est-ce pas, justement, derrière le leader après cette prise de décision en disant, nous devons justement accompagner l'État tchadien à bouter hors, n'est-ce pas, pour que cette décision puisse être le plus rapidement accomplie ou bien implémentée. Et donc le peuple est descendu dans la rue. Le peuple demande justement que la France dégage avec toutes ses bases. Et donc ce n'est que normal que les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée, n'est-ce pas, de transition, au Conseil national de transition, n'est-ce pas, qui justement voient, qui sont en symbiose avec le peuple, qui reçoit les dollars et voient que cet acte courageux de faire partir la base française, qui est l'une des choses les plus corrosives et abrasives, n'est-ce pas, du Tchad, alors il faut le récompenser pour cet acte de bravoure. Cet acte de bravoure, justement, vient corroborer tout ce que j'avais déjà dit hier, parce qu'à chaque fois, le président Mahamat Idriss a toujours été au devant de la scène pour le bien-être des peuples tchadiens et des peuples africains. Donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, cette action posée en disant aux Français de partir soit justement une, comment dire ça, un élément qui s'ajoute, un facteur, n'est-ce pas, motivateur du peuple de l'accorder, n'est-ce pas, ce que son père a eu il y a après 30 ans ou bien pendant les 30 ans de gouvernance, sans compter les autres années, n'est-ce pas, de bataille où il a bataillé pour le bien-être du Tchad. Mais en si peu de temps, il a produit de très grands résultats et donc je m'en félicite et je félicite le peuple tchadien, n'est-ce pas, pour ce travail abattu, n'est-ce pas, pour justement récompenser ce digne fils d'Afrique. Merci André Christelle Fonga. Le Tchad a donc définitivement décidé de redorer son blason auprès de la communauté panafricaniste dont vous faites partie en tant qu'analyste et autres observateurs. Vous en êtes fiers en tout cas. Bien sûr, Madame Madone Bégoudé. Je pense que ceux qui confondent les positions, n'est-ce pas, de Mahamat, parce qu'au début de la transition, on n'a pas vu, il n'avait pas de position tranchée. Mais nous constatons
Et ceux qui étaient les détracteurs hier, qui pensaient que non, il était le produit de la France, que la France allait le dicter. Aujourd'hui, voyez les résultats aujourd'hui. Et ils nous rejoignent parce que dès le départ de cette affaire, je vous avais dit et je continuerai à le dire, Monsieur Mahamat Idriss Déby est un panafricaniste et je le crois dur comme fer. Et je pense que ce n'est que des événements qui arrivent. Et d'ailleurs, attendez, après qu'il soit que la cérémonie officielle, n'est-ce pas, de port des attributs de maréchal lui soit attribuée, vous verrez encore d'autres décisions qui vont arriver. J'en suis sûr, parce que où nous sommes, la bataille que nous menons, ce n'est pas pour rester avec des petits lauriers, ce n'est pas pour rester avec des petites victoires. Nous devons avoir des victoires complètes. Et par exemple, nous attendons, par exemple, du Tchad, que le général Mahamat aujourd'hui, maréchal, pardon, aujourd'hui, prenne la décision, par exemple, de rejoindre l'AES. Je pense que ça serait une décision, n'est-ce pas, qui va permettre, n'est-ce pas, de booster aussi l'Afrique centrale, n'est-ce pas, de rejoindre, n'est-ce pas, cette dynamique qui va permettre l'élargissement, qui va permettre, n'est-ce pas, le renforcement du combat panafricain jusque dans les deux pôles qui sont commandés par la France, c'est-à-dire le bloc de l'Afrique de l'Ouest et le bloc de l'Afrique centrale. Vous imaginez que si ces deux blocs, n'est-ce pas, ont déjà deux maillons assez important qui rejoignent l'AES, alors je pense que ça sera formidable pour que, n'est-ce pas, l'Afrique que nous souhaitons, c'est-à-dire cette Afrique unie, cette Afrique panafricaine, ce gouvernement panafricain, ce gouvernement conduit par des panafricains pour justement diriger, n'est-ce pas, nos différents États, serait déjà en train de se produire avec l'introduction ou bien la ratification de la charte de l'Iftako-Goma en introduisant le Tchad comme pays membre. On va terminer avec le Tchad en parlant de cette toute petite actualité qui date de la semaine dernière, André Christelle Fanga, puisque nous parlons de N'Djamena. Pourquoi ne pas en parler? On se souvient de cette dénonciation des accords de défense qui liaient la France au Tchad ou vice-versa. On en parlait déjà tout à l'heure, mais la semaine dernière, la primature informait de la création d'une commission censée travailler justement sur cette dénonciation et tous les contours diplomatiques et sécuritaires qui entourent. Certains observateurs, avertis ou non, André Christelle Fanga avait estimé qu'il s'agissait d'une perte de temps venant du Tchad qui refuse, ou alors qui refuserait, puisque c'est selon ses avis, de prendre le taureau par les cornes. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Bégoudé, il faut comprendre une chose qui est claire. Oui. Je pense que quand vous êtes en République, et nous sommes en République, la République du Tchad, dénonce un accord, prend un arrêté et dit nous arrêtons la coopération militaire avec la France et donc avec pour corollaire, parce que la coopération avec la France, les accords militaires ne dépendent pas seulement de la base française. Il y a d'autres, n'est-ce pas, fourniture du matériel, plein de choses, plein d'autres choses qui entrent dans un accord militaire. Donc ce n'est pas seulement une affaire de base militaire qui va être qui doit être chassée, dégagée et démantelée. Je pense qu'il y a d'autres, n'est-ce pas, choses qui entrent en jeu. Et ces choses-là doivent être étudiées, doivent faire l'objet, n'est-ce pas, de réunions, d'ententes. Il y a des accords, parce qu'au niveau des accords de défense, il y a des choses secrètes que nous ne connaissons pas. Vous savez que la défense, c'est toujours la garde muette. Parle pas beaucoup. Et surtout, quand on parle même des accords, et vous savez que la plupart des accords sont toujours secrets. On ne les montre jamais. On ne dit jamais comment ça a été fait et comment ça a été ficelé. Donc, il faut véritablement, et ça c'est salutaire pour une administration, n'est-ce pas, de voir plus clair. En créant cette commission, ça permet de voir plus clair, de façon que, parce que en dénonçant, il y a peut-être des clauses qui ont été mises dans cet accord-là, en disant que, ok, si l'accord est rompu, peut-être vous verserez tel dommage, n'est-ce pas, intérêt à telle partie. Il faut étudier ces accords-là. Il faut les financiers, par exemple. Il faut les avocats. Il faut ceux qui maîtrisent le droit international. Il faut qu'il y ait plein de choses. Donc, c'est une commission sérieuse et c'est une administration extrêmement intelligente de penser à mettre, n'est-ce pas, une commission en place pour justement étudier, n'est-ce pas, la situation. Donc,
pour ceux qui ne connaissent pas l'administration, ils pensent que non, on n'est pas dans une république bananière. Bon, on n'est pas en révolution au Tchad. Quand je parle de révolution, ce n'est pas une révolution militaire? Exactement. Ok. C'est pas une révolution militaire que dès qu'on se lève, on dit ok, on dénonce les accords, tout se passe et tout, peu importe ce qui va se passer. Non, on est quand même dans une gouvernance, n'est-ce pas, qui a des principes et qui a des règles. Aujourd'hui, les accords de défense ont été dénoncés. Maintenant, il faut les étudier. Quelles peuvent être les conséquences, quels qui peuvent être les avantages et sur quel point, n'est-ce pas, à attaquer. Par exemple, le Mali en dénonçant, par exemple, les accords de Barkhane. Le Mali avait une bonne raison. Et d'ailleurs, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga l'avait dit. La France a abandonné le Mali en plein vol. C'est-à-dire, vous venez pour défendre, lutter contre le djihadisme et le terrorisme, protéger, n'est-ce pas, le Mali. Finalement, en 10 ans, vous n'avez produit aucun résultat. Ce n'est pas normal que vous rompiez le contrat et vous demandez à Barkhane de partir parce qu'il y a, n'est-ce pas, les clauses contractuelles qui n'ont pas été respectées. Et donc, je pense qu'en mettant cette commission en place, c'est pour justement voir plus clair où la France a échoué. Parce que nous savons quand même qu'il y a eu des attaques au niveau du Tchad et qui avaient valu la mort, l'assassinat du maréchal, n'est-ce pas, et que la France n'a jamais intervenu alors qu'il y a des accords. Il y a eu des situations graves au niveau du Tchad. Il y a eu des bavures militaires françaises, n'est-ce pas. Il y a eu des violations, n'est-ce pas, de l'espace même présidentielle par des militaires français. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, n'est-ce pas, au Tchad, qu'il faut véritablement mettre tout ça en place et pour maintenant dire, ok, monsieur, voici ce que nous avons comme contrat et voici ce que vous avez respecté et voici ce que vous n'avez pas respecté. Et donc, au vu, n'est-ce pas, de cela, nous résilions le contrat. En fait, nous mettons en application, n'est-ce pas, la rupture de contrat de cet accord qui a été dénoncé par le gouvernement, par le chef de l'État lui-même lors de sa conférence de presse. Donc, vous comprenez que c'est un État intelligent et ça, il faut louer cette intelligence-là, n'est-ce pas, de la façon de faire les choses. Donc, ça n'a en rien une perte de temps. C'est intelligent de gérer de cette façon. Merci à vous André-Christelle Fonga. C'était notre premier arrêt avec l'actualité au Tchad, où le général Mahamat Idriss Déby Itno devient le maréchal. Mahamat Idriss Déby Itno est président de la République du Tchad. À présent, André-Christelle Fonga, eh bien, sans transition, vous le permettrez, nous parlons de l'actualité en Syrie. Vous l'avez entendu, le dimanche 8 décembre 2024, le Moyen-Orient s'est réveillé avec la chute du président syrien Bachar al-Assad, renversé par les rebelles du HTS qui avaient lancé une offensive depuis le nord du pays. Plusieurs pays ont donc réagi à cet état de choses, à cette brouille politique, ce séisme politique, si on peut le décrire de cette manière. Et parmi ces pays, il y a par exemple la Russie qui a décidé de convoquer un conseil d'urgence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU afin de parler des conséquences graves qui pourraient découler du renversement de Bachar al-Assad. Pendant ce temps, plusieurs autres pays, comme la France, saluaient la chute de la barbarie, entre guillemets, saluaient également le départ du président Bachar al-Assad, la chute de celui-ci, considéré comme l'un des plus grands dictateurs selon la France. Berlin également a salué une bonne nouvelle, la fin d'un règne sans partage. L'Ukraine n'a pas manqué de faire un pied de nez à la Russie en parlant de la fragilité du régime Poutine qui avait déteint sur la Syrie. Pour l'instant, on peut s'arrêter là, avec Israël aussi qui parle d'un maillon central de l'axe du mal. En tout cas, l'Union européenne, elle, s'attarde sur une chute positive attendue depuis. André-Christelle Fonga, d'entrée de jeu, lorsqu'on entend les commentaires de ces pays et alliés de la communauté dite internationale, c'est-à-dire des pays en tout cas occidentaux, on a l'impression qu'on ne parle pas d'un coup d'État, on ne parle pas du renversement
d'un chef d'État, mais d'une simple prise de pouvoir dans un pays qui n'en est pas forcément un, et que cela est totalement salutaire au nom du peuple. Faut-il dire que la démocratie, finalement, définitivement, elle est à respecter de façon variable selon la géographie dans le monde. Madame Bégoudé, il faut comprendre une chose, c'est que les ennemis de mes ennemis sont tes ennemis. Mm. Ce n'est que normal, car quand je vois aujourd'hui, n'est-ce pas, les Européens, c'est-à-dire la France, Oui, les autres, l'Allemagne et autres. l'Allemagne et les autres se réjouissent de la chute, n'est-ce pas, de Bachar al-Assad. Mm. Parce qu'ils se réjouissent, parce que simplement, Bachar al-Assad était un allié de la Russie, ou bien était, comment dire ça, protégé, n'est-ce Mm. pas, à un certain temps par la Russie. Il faut le dire, Bachar al-Assad devait justement tomber depuis longtemps. Mm. Grâce, n'est-ce pas, à la Russie, à un certain moment, qui avait mis le pied, on dit non, ça ne se passera pas ainsi, parce que le projet du renversement de Bachar al-Assad n'a pas commencé hier. Mm. Ça a commencé il y a de cela près de 5 ans aujourd'hui. Peut-être un peu plus. 2013 par là. Voilà, donc un peu plus. Donc vous voyez que ce chantier a seulement duré. Et donc, ceux qui veulent se targuer aujourd'hui d'avoir réussi à renverser un pion de la Russie, parce que c'est ça qu'il faut le dire, ils ont réussi après combien d'années de recherche, après combien d'années. Et tout ça parce que la Russie est concentrée sur autre chose, c'est-à-dire l'opération spéciale en Ukraine et d'autres chantiers dont ils sont en train de travailler dessus. Et donc, l'Europe, l'Occident, c'est-à-dire l'Allemagne, les États-Unis, la France et tout le reste, ne peuvent que se targuer, ne peuvent que se vanter, n'est-ce pas, de cette chute-là, parce qu'en réalité, ce n'est pas de la démocratie qui en a prévalu, n'est-ce pas, en Syrie. En Syrie. Non. C'est simplement un coup préparé depuis longtemps, et donc ils ont trouvé des failles pour justement réussir à renverser, n'est-ce pas, Bachar al-Assad. Et je pense qu'aujourd'hui, ce renversement doit servir aussi de leçons et d'exemples, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres dirigeants du monde. Parce que là, maintenant, il ne faut pas jouer à double jeu. Il ne faut pas être flexible sur certaines décisions. Suivez mon regard, vous voyez où je suis en train de partir, quelque part en Afrique centrale. Okay. C'est-à-dire, il faut souvent prendre des décisions radicales. C'est-à-dire où on est ensemble, où on n'est pas. L'Occident aujourd'hui, tout ce que la Russie est proche veut détruire. C'est-à-dire la France, l'Allemagne, les États-Unis et tout le reste. Tout ce que la Russie, n'est-ce pas, protège ou bien est en partenariat, la France, les États-Unis et tout le reste veulent détruire cela. Parce que, en fait, leur ennemi principal, c'est la Russie, c'est la Fédération de Russie. Donc, ils se réjouissent normalement de la chute de Bachar al-Assad parce que simplement, c'est comme un allié. Et d'ailleurs, on annonce que nous savons tous que Bachar al-Assad et toute sa famille se trouvent aujourd'hui en Russie. Oui. Et donc, vous voyez que la Russie a quand même réussi quand même à le faire sortir de son pays pour le ramener, n'est-ce pas, et toute sa famille en Russie. Donc, véritablement, nous savons tous que les choses sont en train d'avancer et d'évoluer dans le monde. Les clans continuent à mieux se former, c'est-à-dire le renforcement des blocs en train de se faire. Et là, on s'attire, n'est-ce pas, vers une confrontation un peu plus large de tous ces blocs-là. Et donc, la chute de Bachar al-Assad n'est qu'une facette, n'est-ce pas, de ce combat souterrain qui est en train de se mener entre le bloc multipolaire et le bloc, n'est-ce pas, unipolaire.
Mm. Merci André Christelle Fonga. Au vu donc de ces différentes déclarations, on peut conclure sans embâche que l'Occident a de cette façon reconnu son soutien envers les rebelles du HTS, malgré le fait qu'aucune feuille de route n'a été annoncée pour les prochains jours, les prochaines semaines à la tête du pays. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le Premier ministre restera d'abord à la tête du pays et sera sous les ordres de ces rebelles du HTS. Il a lui-même déclaré qu'il restera fidèle au choix du peuple pour l'instant. Il n'y a pas eu de référendum constitutionnel pour parler du choix du peuple. Écoutez, Madame Madone, vous voyez, l'Occident nous fait sourire et rire même aux éclats parce que la politique de deux poids, deux mesures, la politique à géométrie variable qui s'applique, n'est-ce pas, au niveau de certains États, quand c'est au Mali, la junte au pouvoir, quand c'est au Burkina Faso, la junte au pouvoir, quand c'est au Niger, c'est la junte au pouvoir. Mais quand c'est en Syrie, on dit le renversement de la dictature par les vaillantes populations, par les populations. D'autres parlent même de l'opposition. De l'opposition. Ah, bon, oui. ok. Qui est même le leader alors de cette opposition alors? Ok? Parce qu'en réalité, il n'y a aucun leader. Parce que ça a été une fabrication de l'Occident, des États-Unis et la France et l'Allemagne et tous les pays alliés pour justement essayer de renverser Bachar al-Assad. Parce que c'est un vieux projet. Après avoir renversé, en fait, détruit l'Afghanistan, après avoir détruit l'Irak, c'est l'un des pays qui restait et le prochain chantier, c'est l'Iran. Vous voyez un peu? Donc, il faut avoir le contrôle sur ces pays-là pour justement exploiter, continuer à exploiter ces pays-là allègrement comme ils veulent, comme, n'est-ce pas, prendre le pétrole, prendre les ressources naturelles comme ils veulent. Et donc, ils ont armé les rebelles, ils ont même transporté des soldats, que ce soit américains, que ce soit français, que ce soit allemand. En fait, ce bloc-là unipolaire a fabriqué, n'est-ce pas, des soldats pour aller déposer en Syrie pour justement combattre Bachar al-Assad. C'est quand il y a eu des frappes à une certaine époque de la Russie sur ces positions rebelles que ça s'est un peu calmé. Mais comme ils ont profité que la Russie aujourd'hui est très concentrée sur le nettoyage de l'Ukraine, des nazis. Je vous entends, on rappelle au passage qu'il y a des bases militaires russes sur le territoire syrien. Bien sûr. Oui, qui n'ont d'ailleurs pas été démantelées après le renversement de Bachar al-Assad. Bien sûr, ils ne peuvent même pas les démanteler. Attendez voir. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement travailler, n'est-ce pas, pour que les Africains comprennent, parce que là, moi, je prends toujours ça sur le prisme africain. Vous voyez que quand j'ai pris l'exemple du Mali, c'est la jeune militaire, le Burkina Faso, jeune militaire, et les autres. Et aussi, c'est la victoire du peuple. Ah bon? Donc, quand 40 millions de Maliens demandaient le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était les militaires ou bien c'était seulement la jeune, alors qu'on ne voit rien là-bas en Syrie. On ne voit même pas ce peuple-là qui, n'est-ce pas, on a montré des dizaines de personnes qui étaient dans la rue. Et tout. Ben non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous travaillons, n'est-ce pas, pour redorer le blason, n'est-ce pas, de nos différents États où la vraie volonté des peuples s'exprime. Aujourd'hui, nous voyons comment l'Occident veut faire croire que non, ce qui s'est passé en Syrie, n'est-ce pas, est une victoire du peuple, alors que c'est une victoire de l'impérialisme, c'est une victoire, n'est-ce pas, de la barbarie occidentale, de la barbarie, n'est-ce pas, de ce monde unipolaire, de l'OTAN, en fait. Vous savez que l'OTAN a toujours voulu, n'est-ce pas, renverser Bachar al-Assad. Donc, aujourd'hui, ils ont réussi, n'est-ce pas, à le renverser parce que justement, il y a des problèmes ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons savoir tirer des leçons de ce genre de situation. Le peuple est la meilleure des ceintures de sécurité d'un chef d'État ou bien d'un gouvernement.
Et donc, il faut toujours être en symbiose avec son peuple. Oui. Ne jamais l'abandonner. Ne jamais permettre que ce peuple-là puisse être nourri par quelqu'un d'autre, puisse être informé par quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui aujourd'hui a poussé, n'est-ce pas, cette petite minorité à vouloir créer alors que derrière se cachait le diable, n'est-ce pas, qui est l'Occident, qui voulait absolument renverser Bachar al-Assad et prendre le contrôle de la Syrie. Donc aujourd'hui, nous devons, n'est-ce pas, davantage épiloguer sur ces sujets-là et faire des cas d'école. Des cas d'école pour que nous prenons conscience que non, la bataille est longue, la bataille est dure, la bataille a ses contours et les pourtours, et donc il faut davantage s'armer intellectuellement, s'armer physiquement, s'armer financièrement, s'armer culturellement, s'armer spirituellement, s'armer en fait dans tous les domaines et dans tous les aspects. Parce que la guerre qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, vraiment, c'est une guerre qui, sans merci, où il n'y a pas d'excuses. Parce que ce que vous voyez là, ce qui se passe en Syrie n'est qu'un bel exemple de ce qui risquerait de se passer dans d'autres États si ces peuples-là ne sont pas matures. Et justement, l'appui envers cette insurrection de rebelles contre le président Bachar al-Assad donne peut-être, vous le direz, André-Christelle Fanga, à craindre que dans des pays où le pouvoir en place ne parvient pas à être d'accord avec les politiques imposées par certains partenaires dits traditionnels, eh bien que les rebelles qu'on voit déjà agir sur les territoires puissent aussi réaliser ce type de prouesse. On se souvient des rébellions qu'on a pu constater en République centrafricaine, par exemple, les rébellions aussi au Burkina Faso qui avaient été calmées sous le pouvoir de Blaise Compaoré après plusieurs tractations avec ces mêmes rebelles. Est-ce que ce n'est pas une leçon aussi pour les chefs d'État africains de comprendre ou alors prendre conscience de ce que la démocratie n'est pas comme elle nous l'a été présentée finalement, car au-delà de tout, chaque pays a une constitution, chaque pays a sa façon de fonctionner et sur le plan politique, il n'y a pas plusieurs rouages, il n'y a qu'une seule manière d'arriver au pouvoir selon cette démocratie tant prônée par la France qui voulait, on s'en souvient, André-Christelle Fanga, en découdre avec le général Abdourahmane Tiani pour sauver son ami Mohamed Bazoum qui était victime d'une agression contre la démocratie selon la France. Alors aujourd'hui, constater des propos comme cela, saluer la chute, le renversement du président Bachar al-Assad, c'est peut-être une façon aussi d'interpeller les chefs d'État africains, mais de quelle manière prendre cette interpellation? Faut-il changer de registre politique? Mais écoutez, je pense que moi, je ne suis pas un démocrate et je fais que vous le rappelez. Oui. Pour ceux qui croient à la démocratie, c'est leur problème. Et moi, je n'appelle pas ça démocratie, j'appelle ça la démocratie. Okay. La démocratie, c'est le règne des démons. La preuve en est, vous pouvez dire en Syrie que c'est la victoire du peuple et au Niger, ce n'est pas la victoire du peuple. Vous voyez ce qu'un démon peut faire. Donc, ces démons occidentaux, qui sont les promoteurs... c'est comme ça qu'on dit? Les promoteurs, oui. Les promoteurs de la démocratie ou bien de la démocratie nous font voir, n'est-ce pas, deux facettes de la démocratie. C'est-à-dire la vraie, soi-disant la vraie démocratie et la fausse démocratie. Où le même peuple demande le départ de Bazoum, parce que quand même c'est une aberration. Je voudrais vous rappeler les conditions du départ de M. Bazoum du pouvoir. M. Bazoum accorde une interview à Jeune Afrique où il dit que les rebelles sont plus forts, les djihadistes, les terroristes sont mieux aguerris, mieux équipés que les forces armées nigériennes. Le président de la République dans nos différents États est le chef suprême des armées. C'est-à-dire, vous-même, vous prenez un coup de poignard et vous poignardez votre armée. Vous-même, en tant que chef suprême des armées. Et en langage militaire, n'est-ce pas, ça c'est une trahison, haute trahison. C'est-à-dire, si vous contribuez à démoraliser les troupes, vous êtes passible de peine de mort. Et donc, M. Bazoum devrait s'estimer heureux de ne pas être passé au poteau.
Parce que normalement, ça c'est de la haute trahison. Après cette interview, ça devait être de la haute trahison et passer au poteau. Parce qu'en tant que chef suprême des armées, président de la République du Niger. Et donc, ce n'est que normal que, les militaires prennent leurs responsabilités, que le peuple nigérien, qui est un peuple souverain, qui est un peuple qui représente, qui fait la vraie politique, qui donne le vrai pouvoir, parce que le détenteur du pouvoir que la plupart des dirigeants, n'est-ce pas, exercent, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas leur pouvoir. On leur donne mandat. Parce qu'il faut toujours faire la différence. Parce qu'on nous embrouille avec, oh, il a le pouvoir, il a... Non. Il a un mandat. Oui. Il n'a pas le pouvoir, mais il a le mandat. C'est dans les empires, c'est dans les royaumes qu'on parle de, il a le pouvoir. Donc, le peuple l'attribue un mandat de 5 ans, de 7 ans, ça dépend. Bientôt de 9 ans, par exemple, dans certains pays. Dans certains pays. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que quand vous obtenez un mandat, parce que le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple, il vous mandate de gérer ce pouvoir-là pour 5 ans, pour 7 ans. Et quand vous travaillez bien, il vous le renouvelle. Et ce peuple-là aussi peut avoir les moyens de vous démettre de vos fonctions. C'est-à-dire, par des marches, le peuple peut décider que non, monsieur, vous n'allez plus diriger le pays parce que vous n'avez pas obéi, n'est-ce pas, au mandat que nous vous avons confié. Et c'est vous-même qui vous êtes venu nous proposer en disant, ok, si vous me donnez mandat de gérer le pouvoir pendant ces périodes de 5 ans, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai. Et donc, nous les Africains, nous devons comprendre que la démocratie implémentée par l'Occident, c'est une démocratie, n'est-ce pas, de 2 poids, 2 mesures. C'est une démocratie fausse. Bon, si le mot démocratie ou bien c'est même réel, parce que moi je ne crois pas en ça. Je crois, n'est-ce pas, à autre chose. Et donc, nous les Africains, nous devons trouver des voies et moyens de comment attribuer le pouvoir ou bien le mandat à certains individus. Et d'ailleurs, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit Abdourahmane Tchani, ont reçu des mandats du peuple. Peu importe comment ça s'est passé, mais ils ont reçu mandat du peuple parce que ce peuple-là s'est mobilisé en disant, nous vous voulons, n'est-ce pas, à la tête de notre présidence. Peu importe la durée. Maintenant, les seuls problèmes, c'est les définitions, n'est-ce pas, des rôles. Et je pense que c'est pour ça que vous mettez les assemblées de transition ou bien les conseils nationaux de transition. Vous avez les assemblées de transition. Vous avez plein de choses qui se... Il y a les chartes de la transition. Il y a les chartes de ceci. Et je pense qu'il faut même déjà évoluer pour enlever les mots transition. On transite pour aller où? On court pour aller où? Parce que le transit, c'est un point A, point B. On part d'une rupture pour préparer une nouvelle république. Vous ne pensez pas que ça mérite quand même d'être une transition? Non, si la république est un problème, on le change. On en fait un royaume? Mais écoutez, moi je suis quelqu'un qui pense que si la démocratie est un échec comme elle l'est, parce qu'aucun pays européen ne s'est développé avec la démocratie. Citez-moi un seul. Tous sont des grands empires, des grands royaumes, n'est-ce pas, qui ont vécu, qui ont travaillé pendant un certain temps pour construire leur pays jusqu'à ce que les francs-maçons nous amènent à ce qu'ils appellent la République, ce qu'ils nous appellent la démocratie, alors que c'est simplement de la démocratie. Vous voyez, Macron, c'est un démocrate. Il utilise la démocratie. Celui qui dit que la victoire du peuple au niveau de la Syrie, là. Il est normal, ce monsieur. Quelqu'un qui gouverne par exception, qui utilise le 49.3 à chaque fois. Et la preuve en est, aujourd'hui, son assemblée, n'est-ce pas, a demandé la censure de son gouvernement, ce qui a été fait. Vous voyez la vraie gouvernance du peuple à l'Assemblée. Ils ont décidé que on le fait partie. Comment vous pouvez être un président de la République? Vous perdez les élections législatives.
Et vous êtes là, vous signez, et vous voulez absolument nommer le Premier ministre issu de vos rangs. Sans consulter, n'est-ce pas, le Parlement en disant, ben, vraiment, on est devenu, comment on dit ça, colocataire du pouvoir. Parce que si le pouvoir législatif appartient à l'opposition, le pouvoir exécutif ou présidentiel appartient au parti au pouvoir, n'est-ce pas, ça devient équilibré. Oui. Et maintenant même, le pouvoir législatif est plus fort que le pouvoir présidentiel. Parce que dans les régimes présidentiels, l'Assemblée nationale peut bloquer toutes les lois, peut bloquer toutes les décisions du président de la République et attaquer même, n'est-ce pas, les décisions présidentielles. Et jusqu'à ce que ça ne marche pas, jusqu'à ce que le président de la République démissionne. La preuve en est, le Premier ministre est obligé, n'est-ce pas, de poser sa démission. Donc, vous voyez que M. Macron n'est pas un démocrate. Il ne connaît pas ce que c'est que la démocratie. Donc, celui qui parle de démocratie, là, c'est un inculte. Et que nous, les Africains, et surtout ceux des politiciens qui ont pris pour exemple, oh, je suis le Macron africain, je vais être comme Macron, je vais faire ceci comme Macron. Voilà ce qu'il est réellement. Donc, pour simplement dire que nous, les pays africains, nous devons chercher, nous devons davantage réfléchir et voir que le modèle occidental ne produit pas de grands fruits chez nous. Alors, il faut trouver, n'est-ce pas, d'autres façons de faire, que ce soit la politique, que ce soit la gouvernance, que ce soit tout ce que nous désirons chez nous en Afrique. Parce que ce qui se passe en Syrie est un bel exemple pour nous montrer que 2 poids, 2 mesures, il n'y a rien à faire. Il faut choisir, n'est-ce pas, entre la fausse démocratie occidentale et d'autres façons de faire les choses. Et je pense que nous sommes en train de créer de nouveaux modèles. Et ce nouveau modèle-là, c'est justement, n'est-ce pas, les ruptures des ordres coloniaux. Rupture des ordres coloniaux. Parce que les constitutions, la plupart des constitutions dans nos États sont faites par les colons, ont été faites par les magistrats coloniaux, ou bien c'est la pâle copie, n'est-ce pas, de ce qui s'est fait en Europe qu'on nous amène. Parce que vous allez regarder la constitution camerounaise, sa plupart, c'est les constitutionnalistes français et tout, en fait, imités, n'est-ce pas, calqués sur la constitution française. La preuve en est, on a le régime présidentiel avec les assemblées et les sénats, un peu de partout. Vous allez retrouver, c'est la même chose un peu dans certains pays. Alors qu'en réalité, nous devons créer, n'est-ce pas, des choses, des évolutions de pouvoir qui nous sied. Si c'est un roi, pourquoi ne pas voter un roi à vie qui va permettre, n'est-ce pas, au pays de se développer, qui va permettre, n'est-ce pas, qu'il n'ait plus la pression de que on va aller aux élections. Parce que chaque fois que vous avez la pression d'aller aux élections, finalement, vous faites tout pour préparer la prochaine élection et non pour arranger le pays. Vous vous battez pour les prochaines élections. Et donc, vous ne réalisez rien dans nos territoires. Donc, nous, les Africains, nous devons justement travailler pour qu'on trouve comment le président Serge Espoir Matomba pas arriver au pouvoir sans les voix de ce que vous dites là. Vous appelez ça comment? Démocratie. Bon, écoutez. D'accord, merci André Christelle Fanga. Une élection présidentielle est tout de même prévue en 2025. Au Cameroun, effectivement. Et dans beaucoup de pays. Et dans beaucoup d'autres pays, la Côte d'Ivoire, oui. Effectivement, pour citer ces pays-là. Et donc, le démocrate en chef en Côte d'Ivoire... Vous parlez d'Alassane Dramane Ouattara? Il voulait un seul mandat, il est déjà au 4e. Bon, c'est vrai que sa candidature n'a pas encore été officiellement Mais le annoncée. RHDP, Koki Vide, a déjà demandé qu'il soit le candidat de ce parti-là. Merci André Christelle Fanga, c'est avec cette déclaration sur la démocratie et vos vœux pieux pour le PURS que nous allons refermer cette émission Regard panafricain. Le temps passe toujours très vite. Avec vous. Bon, on va peut-être... Regard panafricain, c'est une émission qui permet de conscientiser les Africains et de justement de donner l'aperçu, n'est-ce pas, des envies, des désirs. Parce que nous allons aussi écouter le peuple. Nous échangeons avec des personnes, nous échangeons, n'est-ce pas, avec des personnalités, nous échangeons avec tous ces différents éléments-là pour essayer de comprendre, mais où est le hic, où est le problème, ça coince où chez nous en Afrique.
quand nous regardons ce qui se passe dans le reste du monde, nous nous posons la question que, mais est-ce qu'il n'y a pas un blocage quelque part? Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces réflexions que nous menons ici, et Oui. donc, nous voyons comment certains résultats se produisent ailleurs. Comme quelqu'un m'avait dit une fois, c'est comme si quand on prie au Cameroun, n'est-ce pas, Dieu exauce au Mali, Dieu exauce au Burkina Faso et Dieu exauce au Niger et dans d'autres États. Peut-être parce que eux ils prient en bambara et au Cameroun on prie en français. Peut-être, c'est peut-être une possibilité. Je pense que euh, les Banènes vont nous apprendre à prier, n'est-ce pas, C'est mieux. en Banène, les Bassa aussi, les Douala, les Maka, les Ewondo. En fait, toutes les tribus du Cameroun Bien sûr. vont se mettre, n'est-ce pas, chacun à nous apprendre comment prier, n'est-ce pas, dans nos langues, n'est-ce pas, en nos langues maternelles. Parce que là, ça nous permettra peut-être que Dieu nous exauce très rapidement. Parce que quand on prie en français, là, c'est comme si le diable aussi écoute très bien français et bloque nos prières quand ça monte vers le ciel. Donc, Merci. nous souhaitons simplement pour dire que le meilleur pour l'Afrique. Parce que le meilleur est à venir. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir, de demain. Tout le monde le dit, toutes les perspectives le disent, vous appelez ça quoi, les statistiques le Oui. disent que l'Afrique, c'est le monde de demain. Et donc, c'est à nous maintenant de nous préparer. Cette jeunesse-là, et je profite pour saluer, n'est-ce pas, cette jeunesse, n'est-ce pas, africaine, dynamique, qui comprend déjà les enjeux, de l'avantage de se mobiliser pour justement préparer les grands enjeux à venir. Parce que ça va bouger. Hein. 2025 ne sera pas une affaire de petits garçons. Ça sera vraiment du costaud, du lourd, où les jeunes doivent se mobiliser parce que c'est les jeunes qui savent de quoi ils souffrent. Ils sont combien de vieux qui meurent au désert? Ils sont pas Il n'y pas en a même nombreux. pas. Je ne pense pas qu'il Il n'y en a même pas. justement. La tranche d'âge qui meurt au désert pour essayer d'aller, n'est-ce pas, que ça soit au désert, que ça soit dans les mers, c'est entre 18 et 30 ans. Et vous voyez, chaque année, nous avons des pertes aussi importantes comme cela chez nous en Afrique. Une main-d'œuvre assez importante. Nous savons combien de jeunes croupissent dans les prisons. Combien de jeunes sont dans la précarité, alors que c'est une main-d'œuvre assez puissante que l'Afrique devait justement exploiter pour créer, n'est-ce pas, le boom, ou bien le schisme qu'il faut pour que l'Europe ne soit plus en train de nous mater. Laissons le génie africain éclore pour que demain, n'est-ce pas, nous puissions être ce géant, ce pays. Vous voyez que je parle de l'Afrique comme pays. Ce pays, n'est-ce pas, qui tutoie le reste du monde. Merci André Christelle Fanga. L'Afrique parviendra-t-elle à tutoyer le reste du monde en avançant en bloc et non pas en rang dispersé? L'une des interrogations que nous laissons à votre soin, cher public. Merci de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM. Merci également de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa. Vous nous avez regardés sur vos petits écrans sur For You Télévision, la télé panafricaine. Merci pour votre soutien et votre fidélité. André Christelle Fanga, à la semaine prochaine. Oui. Merci également à Quelle est votre mission. Quelle est la mise en onde de ce programme? Merci infiniment pour ton engouement et ton dévouement à notre programme. On se revoit très bientôt sur For You Media Africa. Au revoir, N'Djamena.